Je vais vous présenter aujourd'hui donc une conférence qui va traiter d'intelligence artificielle et de rêve. En fait, cette conférence, elle va faire suite à une conférence que j'ai donnée ici même au Web Today l'année dernière et que j'ai appelée Comment ma Tesla a rencontré un arbre. Alors pour ceux qui n'étaient pas présents, je vous propose de refaire un petit forward et de vous proposer un résumé comme dans toutes les bonnes séries américaines. On va commencer par un Previously on the Web Today. Merci d'être présent pour cette projection d'un court-métrage que j'ai appelé « Comment ma Tesla a rencontré un arbre ». Nous sommes donc le 13 juin 2021 et je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé il y a quelques mois. J'étais au volant de ma Tesla, donc ce modèle 10S. On était le 15 octobre 2020. Je me trouvais sur cette route de campagne et à l'arrivée de ce virage, ma voiture a décidé subitement de tourner à droite. Ça a été un désastre. J'ai même fait la une des journaux le lendemain matin dans les journaux locaux. Alors, on a testé, on a analysé, on a essayé de passer la reconnaissance visuelle à une batterie test, on n'a jamais rien trouvé. On est revenu sur les lieux de l'accident et on a regardé le panneau. On s'est rendu compte que le panneau était différent d'habitude. Il était légèrement altéré. Alors, je suis ici pour vous expliquer comment on peut tromper une IA. L'image que vous voyez à gauche, c'est la prédiction d'un ordinateur qui n'a pas été hacké. Si on ajoute le bruit que l'on regarde au milieu, on peut obtenir l'image de droite qui pour vous est exactement la même, et pourtant l'ordinateur se rassure avec une précision de 99% qu'il s'agit non pas d'un panda, mais d'un gibbon. Voici la transposition du panda versus le gibbon. C'est comme ça que l'intelligence artificielle, sur la dernière couche, décide de catégoriser un panda ou un gibbon. Comme vous le voyez, le delta est très très faible. Il est alors possible de biaiser l'intelligence artificielle pour lui faire croire que l'image de droite est un gibbon, et donc de faire passer une image de panda d'une catégorie à l'autre. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'on peut généraliser, est-ce qu'on peut industrialiser la production des adversarial examples? Des chercheurs ont mis au point un algorithme qui s'appelle RP2. Leur but, c'était d'essayer de générer des adversarial examples dont ils sont sûrs avec un pourcentage très fort qu'il trompera une IA. Si on effectue une attaque avec un poster sur la partie gauche, on obtient une réussite sur cette attaque de 100%. Si on effectue la même attaque avec un sticker sur la partie droite, on obtient une réussite de 85%. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'on peut généraliser la production, la génération de ces adversarial examples? Ils ont essayé avec un micro-ondes de le faire passer pour un téléphone, et ils ont réussi sur un algorithme qui s'appelle Inception V3. La preuve de leur démonstration, c'était que l'algorithme qu'ils avaient mis au point est généralisable. Finalement, si nous, humains, on arrive à éluder complètement ces adversarial examples, comme dans le cas du panda par exemple, est-ce que ça veut dire que nous sommes les seuls à être hyper polyvalents? Non, car les machines commencent à savoir le faire. Nous nous retrouvons cette année pour faire la suite donc, de cette conférence de l'année dernière, que j'ai intitulée She Had a Dream, dans lequel je vais vous expliquer comment, à partir de ces réseaux de convolution, qui nous permettent d'interpréter des images, nous allons passer non plus du côté obscur de la force, où on cherche à hacker une IA, mais d'un côté plus positif, où on cherche à générer de la création originale. Je vais vous expliquer comment j'ai appris que ma Tesla pouvait rêver. On va commencer par le réveil, bien entendu. Nous sommes le 6 juillet 2022 et le timer, pardon, j'ai pas le temps. Désolé pour ce petit souci technique. Merci, pas de problème. Donc on va commencer par le réveil. Donc ma Tesla a été entièrement montée, on a gardé uniquement l'ordinateur de bord.
et je décide d'initialiser au bout d'un an la séquence d'amorçage du démarrage de la voiture. Et voici les premières images que la voiture m'a montrées. Alors pour ceux qui sont peut-être sujets à l'épilepsie ou aux images avec beaucoup de flash, je vous conseille de ne pas forcément regarder le prochain slide, et puis je vous ferai un top pour regarder le suivant, vous inquiétez pas, on va revenir à la normale. Voici les premières images que ma Tesla m'a présentées, différentes vues d'elle-même, où on voit qu'au départ, on a des images qui sont très brouillons, avec des formes quasiment inexistantes, et au fur et à mesure, on a des formes qui se précisent, on a des couleurs différentes qui arrivent, et finalement, on arrive sur la fin de la séquence à avoir quelque chose qui ressemble à une texture de forêt. Et c'est ainsi que j'ai découvert qu'en fait, la Tesla était en train d'essayer de me faire comprendre qu'elle avait enregistré un certain nombre d'images juste avant son accident et qu'elle était en train de me les restituer sous forme de rêve. C'est bon, vous pouvez regarder à nouveau pour les gens qui sont un peu sensibles. Voici d'autres images que j'ai trouvées dans la mémoire à long terme de la Tesla, en fouillant un petit peu. Donc c'est des images que j'ai pu reconstituer à partir d'images de Tesla originales. J'ai trouvé des images exactement identiques, à la différence près que la texture de la voiture n'était plus la même. D'une texture métallique, d'une couleur rouge, on était passé à une texture plutôt bois, une sorte d'acajou verni, un peu comme les bateaux, vous savez, les Riva, ces bateaux taxis à Venise qui transportent les gens. Et donc, ma première question, ça a été d'essayer de comprendre comment cette Tesla, comment l'ordinateur de bord de ma Tesla avait pu générer ces nouvelles images qui n'existaient pas auparavant. Alors, j'ai étudié le sujet pendant plusieurs mois, c'est ce que je viens vous présenter aujourd'hui. J'ai été dans toutes les bibliothèques, j'ai été notamment sur Internet, dans les revues scientifiques. J'ai trouvé beaucoup de formules de mathématiques, beaucoup trop de formules de mathématiques. Alors, vous rassure, je ne vais pas vous les exposer ici. On va rester assez tourné sur l'usage, mais je vais quand même vous expliquer le concept hyper puissant qu'il y a derrière cette génération d'images. D'abord, je vais vous poser une question. Quel est le point commun entre ces appartements, je vous laisse un petit peu de temps pour les regarder, ces visages, les portraits, et ces voitures qui sont plus ou moins récentes? À votre avis? Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? Les couleurs? Non. Oui? Exactement. Il n'y a aucun de ces objets, aucune de ces personnes qui existent réellement. Elles ont toutes été inventées et générées par une forme, par un algorithme d'intelligence artificielle. Impressionnant, non? Alors, tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, il faut que j'arrête ma voiture. Elle est parmi nous, Skynet est à la porte, ma voiture est en train de prendre le contrôle. Il faut absolument que je comprenne vraiment ce qui se passe, parce que là, ça me fait peur. Alors, est-ce qu'il faut être admiratif, ou au contraire avoir peur? Est-ce que les machines sont en train de prendre le pouvoir sur nous? Et sont peut-être en train de prendre la seule chose qu'on pensait avoir de différent? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on le compare toujours à l'intelligence humaine, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une bonne raison pour ça. On pense que les humains, la différence entre les humains et les machines au niveau de l'intelligence repose sur deux gros piliers, la rationalité. Bon, on a démontré assez rapidement, sans intelligence artificielle, que les humains pouvaient faire preuve d'irrationalité dans leurs décisions et dans leurs choix. Donc ça, on le met de côté. Et la deuxième chose, c'est la créativité. Pour nous, c'est quelque chose qui différencie vraiment les humains des machines. C'est que les humains peuvent faire preuve de créativité et d'innovation, là où les machines ne peuvent que mimer certaines choses. Alors on ne va pas ouvrir le débat ici, 40 minutes ça ne suffira pas, je pense que même plusieurs décennies, ou voire même quelques siècles, sont déjà passés et passeront encore sur ce sujet-là. Mais je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui comment on peut envisager qu'une machine soit aussi créative qu'un humain. Alors, je vais commencer par la création, les origines de la création artificielle. Et je vais même remonter à l'origine de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous savez pourquoi on a créé l'intelligence artificielle, ou en tout cas le terme d'intelligence artificielle. En fait, ce n'est pas pour remplacer les humains.
Hein, c'est pas pour nous combattre ou même prendre notre travail. En fait, à la base, les chercheurs avaient besoin d'expliquer comment fonctionne l'intelligence humaine. Et en ayant besoin d'expliquer cette intelligence humaine, ils ont mis en point des expériences. Et de proche en proche, ils se sont rendus compte que ces expériences pouvaient être mimées, enfin en tout cas automatisées par des ordinateurs. Et c'est comme ça qu'est créée l'intelligence artificielle. En fait, on va faire un parallèle avec le célèbre monstre de Frankenstein. Je ne sais pas si vous savez, donc, le monstre de Frankenstein est apparu dans un roman de 1818, dans lequel Victor Frankenstein, un jeune savant, a assemblé des bouts de cadavres, fait parcourir le corps qu'il avait assemblé d'électricité pour le ramener à la vie. Quel était le but de ce savant? Le but de ce savant, c'était d'expliquer, d'accéder aux origines, à l'essence même de la vie. Il voulait comprendre comment la vie pouvait être créée et se former. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est la même chose en fait. On essaye de comprendre à travers l'intelligence artificielle comment fonctionnent toutes les spécificités de notre propre intelligence. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on essaye de reproduire les contextes dans lesquels nous avons des formes d'intelligence. C'est un principe qui est utilisé couramment en science. À chaque fois, on fait des observations, on pose des hypothèses, on fait des théorèmes. Les théorèmes restent vrais tant qu'on n'a pas démontré qu'ils sont faux. Et en mathématiques, en physique, en chimie, tout ça, c'est toujours la même chose. Alors comment on fait pour générer? Quels sont les domaines dans lesquels il existe des algorithmes? Là, je vais vous montrer la taxonomie des modèles génératifs. Alors, les modèles génératifs, si on regarde un petit peu l'histoire, on en entend parler vers la fin des années 2000, 2009-2010, de manière assez importante. Mais les premiers embryons datent de la fin des années 80. Donc ce n'est pas forcément très récent, un peu comme beaucoup de choses en intelligence artificielle, qui aujourd'hui sont démontrées performantes, mais qui existaient théoriquement il y a quelques années. Il y a deux types de modèles génératifs. Les premiers modèles dits à explicit density. Donc c'est des modèles qui vont en fait nécessiter la création de lois de probabilité que nous on va devoir spécifier. Et ces lois de probabilité vont être utilisées sur des variables pour démontrer comment ces variables se comportent, quelle est leur densité de probabilité, etc. Je ne vais pas aller plus loin sur la partie maths. Déjà parce que je vais trouver très vite mes limites aussi, mais parce que ce n'est pas le sujet ici. Nous, on va s'intéresser à une partie qui s'appelle implicit density. Et ce qui est important dans le implicit density, c'est le implicit. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des modèles génératifs qui n'ont pas besoin de mathématiques en entrée. Le seul point qu'ils ont besoin, qui est commun à beaucoup d'algorithmes de machine learning, c'est qu'ils ont besoin de données. Et je viens vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle les Generative Adversarial Networks, les GAN. Je vais dire GAN le reste du temps parce que sinon c'est un peu compliqué. Les GAN, ils ont été inventés par Ian Goodfellow en 2014. Alors pour vous donner un peu le pédigré de Ian Goodfellow, Ian Goodfellow, c'est un chercheur américain qui fait partie ou qui a fait partie des équipes de Google Brain pendant très longtemps. Alors, il vient de se faire recruter récemment par Apple. Apple qui a pris quand même un petit peu de retard au niveau de l'intelligence artificielle, notamment au niveau des assistants vocaux. Donc on pourrait imaginer que d'ici quelques mois ou d'ici quelques années, il rattrape ce retard, voire il le dépasse. Avec quelqu'un comme Ian Goodfellow, c'est largement envisageable. Vous allez comprendre que cette personne-là, elle a été faite pour ce qu'elle fait. En gros, Ian Goodfellow, il a quoi? Il a un master degree de l'université de Stanford. Il a été supervisé par Andrew Ng. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Andrew Ng, c'est le cofondateur de la plateforme Coursera, une des plus grosses plateformes de MOOC en ligne, et c'est l'un des référents en termes de formation et de recherche scientifique dans le domaine du machine learning et du deep learning. Donc ça, c'est sa première étape, premier master degree. Puis ensuite, il a enchaîné sur un PhD, l'équivalent de notre doctorat. Il a été supervisé donc, à l'Université de Montréal par Yoshua Bengio. Donc Yoshua Bengio, c'est le père fondateur, l'un des pères fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le deep learning ou l'apprentissage profond. Donc vous voyez qu'en fait, il a été vraiment à bonne école et qu'il a été construit, hein, on va dire intellectuellement et au niveau de l'éducation, pour ce type de recherche. Donc Ian Goodfellow, avec son équipe Google Brain, vous en avez probablement entendu parler, a construit en 2014 Google's Deep Dream, qui a fait du bruit parce qu'ils ont ils ont diffusé dans la presse cette première image que vous voyez à droite, qui est l'un des premiers tableaux
générés par intelligence artificielle. Un autre acteur très important dans le monde de l'intelligence artificielle, Yann LeCun, qui était à la tête pendant quelques années du labo de recherche de Facebook, a dit en 2016 lors d'un séminaire « Les GAN sont probablement l'idée la plus intéressante en machine learning de ces 20 dernières années. Et c'est probablement l'idée la plus intéressante en machine learning des 20 prochaines années. » Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer le principe d'un GAN. Le principe d'un GAN, il est à la fois trivial et hyper intelligent. En gros, l'idée, c'est d'opposer deux réseaux de neurones ensemble, l'un générateur et l'autre discriminant. En anglais, generator et discriminator. Pardon. Ce qu'on va faire, c'est que le réseau de neurones générateurs, il va être entraîné à produire des images à partir d'un domaine de valeur. Donc, dans le cas d'une image, le domaine de valeur, ça va être l'ensemble des pixels avec l'ensemble des 3 couleurs qu'on peut trouver sur les pixels. Donc, au départ, il part de bruit. Comme dans l'image de ma Tesla originale, je ne sais pas si vous avez vu sur la séquence, parce qu'il y avait beaucoup d'images, mais la première image, elle est complètement bruitée, il n'y a même pas l'image d'une Tesla. C'est ce que le générateur va prendre en entrée, et il va générer ce qu'on appelle des faux échantillons, des fausses images. Donc au départ, des images qui ressemblent à rien. À l'autre bout, vous avez le discriminator, qui lui s'alimente soit d'images réelles, soit d'images issues du générateur. Et le but du discriminator, ça va être d'essayer de différencier les images qui sont issues du monde réel et qui sont issues du générateur. À chaque fois qu'il réussit à bien différencier une image réelle, on le gratifie, on va dire qu'il va avoir des points positifs, et à chaque fois qu'il se trompe, il va avoir des points négatifs. Il a deux manières de se tromper. Soit une image réelle, il pense qu'elle est générée, soit une image générée, il pense qu'elle est réelle. Et on va avoir une boucle de feedback, donc c'est le isGcorrect, qui va permettre au générateur de savoir s'il a réussi à tromper ou pas le discriminant. Et en fonction de la note, puisque ça ne va pas être oui ou non, ça va être une notation, il va adapter son modèle au fur et à mesure. Alors il faut imaginer que c'est très très itératif. Là, je vous ai présenté 100 images, mais en fait, des images générées, il va y en avoir des millions et des millions. Ce qui est intéressant aussi dans ce principe de cycle, c'est que le discriminator va être mis à jour beaucoup plus souvent que le générateur. On va essayer de plus en plus d'avoir une performance bien meilleure au niveau du discriminator qu'au niveau du générateur. Alors pourquoi adversarial ou antagoniste? Vous avez probablement compris, mais je vais un peu insister là-dessus. C'est issu de la théorie des jeux, donc un type de jeu particulier. On n'est pas dans de la collaboration ou de la coopération, on est dans un jeu d'opposition. Et le but du générateur, ça va être de chercher à maximiser la perte du discriminant, et le discriminant va chercher à minimiser sa perte. Chacun a des objectifs opposés, qui sont identiques mais opposés l'un à l'autre. Chacun va essayer d'augmenter ses gains et de diminuer ses pertes. Voici l'évolution de la génération d'images depuis 2014 avec un GAN, donc sur la génération de portraits. Comme vous pouvez le voir, en 2014, on part avec des images très pixelisées, en noir et blanc, et progressivement, on arrive en 2017 avec une résolution qui trompera un humain. C'est assez impressionnant. On va donc parler maintenant de tous les usages qu'on peut trouver à ces Generative Adversarial Networks. Les premiers usages qu'on va identifier sont la synthèse conditionnelle. La synthèse conditionnelle, ça va être par exemple de pouvoir, à partir d'un texte, générer une image, le text-to-image. Ou alors, on va pouvoir faire de la génération de police. Alors, l'UX designer avec qui je travaille m'a fait remarquer que probablement mes polices, enfin en tout cas le choix des polices avait été fait par mon intelligence artificielle. Non, j'assume complètement. Je suis désolé si vous n'arrivez pas à lire, mais c'est un choix très personnel. Donc ce n'est pas une intelligence artificielle qui a généré ces polices, mais elle pourrait le faire. Elle pourrait générer de nouvelles polices à partir d'un certain nombre de contraintes qu'on pourrait lui donner. On peut aussi faire de la création d'objets 3D. On peut faire de la génération de texte. Pour ceux qui sont tombés sur le doodle de Google au moment de l'anniversaire de la mort de Jean-Sébastien Bach, ils se sont peut-être rendus compte aussi qu'on pouvait en fait appliquer un style de musique
de Jean-Sébastien Bach à une portée que vous alliez écrire. Donc là, c'est pareil, ça a été entraîné avec un GAN, et c'est ce qu'on va appeler le transfert de style. Et un autre point très très important, et c'est là où je vous dis que probablement on a ouvert une nouvelle porte en termes d'intelligence artificielle, de machine learning pour les 20 prochaines années, c'est qu'aujourd'hui, quelle est la chose qui nous manque, qui nous fait défaut le plus possible lorsqu'on fait du machine learning? C'est la data. Le machine learning, je pense que vous en êtes tous convaincus, ça fait des années qu'on vous le rabâche, a besoin d'énormément de data. Mais pas n'importe quelle data. Le machine learning a besoin de data qui soit la plus représentative possible de l'ensemble de toutes les possibilités qui existent. Donc si vous voulez générer des visages, il va falloir générer énormément de combinaisons possibles. Des gros nez, des petits nez, des petites oreilles, des couleurs de peau différentes, etc. Des espacements d'yeux, enfin voilà. Tout ce qu'on peut imaginer qui fait qu'on est chacun unique. Et le machine learning, plus on va lui présenter lors de l'apprentissage des exemples différents, variables, et meilleur il va être à être généralisable. C'est-à-dire que lorsqu'il aura des nouveaux exemples, finalement, en fait, il les aura plus ou moins déjà vus, et il sera plus précis que s'il ne les avait pas vus. Donc là, c'est un des usages les plus importants pour les 20 prochaines années, c'est de pouvoir réussir à générer des jeux de données qui n'existent pas, en fait, à partir des données réelles dont on dispose, et d'augmenter la variabilité de nos jeux de données. Le dernier point, et qui est aussi bluffant, c'est l'augmentation d'un signal. Alors on peut parler d'un signal lumineux, d'une image par exemple. Virtuellement, on peut avoir une image de 512 pixels par 512 pixels et se retrouver avec la même image en haute résolution, alors qu'elle aura été prise dans une résolution assez faible. On peut aussi augmenter la résolution sonore d'une musique. Donc imaginez des choses qui n'ont pas encore été numérisées. On pourrait imaginer retrouver la qualité sonore d'enregistrement d'un concert d'il y a plus de 200 ans. Et donc, je vais vous présenter un petit peu les différents cas d'usage. Les chercheurs se sont pas mal amusés, notamment en synthèse conditionnelle. Donc là, c'est un exemple d'un logiciel qui s'appelle, d'un algorithme qui s'appelle MCGAN, Multiconditional GAN. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des images donc originales en haut. C'est des images d'oiseaux. Pour ceux qui sont un peu loin, ils ne vont pas forcément voir. C'est des images d'oiseaux qu'on a pris et qu'on a donné à notre GAN. Et puis, à chaque étape, on va donner un texte en entrée du générateur. Par exemple, je voudrais un oiseau avec une couronne bleue, un ventre blanc ou des ailes vertes. Et le GAN va nous générer, le générateur du GAN va nous générer une image qui correspond au texte qu'on lui a donné. Les résultats sont assez bluffants. Alors on a deux types d'algorithmes en fait qui s'opposent parce qu'on est encore vraiment en expérimentation là-dessus. On a l'algorithme original qu'on appelle baseline et on a le ORESULT qui est en fait le même algorithme sur lequel ils ont supprimé une partie qui est un masquage en fait. Deuxième synthèse conditionnelle, donc là c'est tout frais. Samsung AI Center a révélé ces images il y a quelques semaines, ou quelques mois maximum. C'est donc issu de recherches de leurs chercheurs sud-coréens. Ils ont réussi à animer Mona Lisa. À partir d'une photo, ils ont réussi à l'animer et on a vraiment l'impression qu'elle parle, qu'elle est réelle. Donc ces vidéos-là n'ont pas été générées par un animateur ou quelqu'un qui fait du design 3D, ça a bien été généré par une intelligence artificielle. Autre synthèse conditionnelle qu'on a pu voir dans la presse, donc fin 2018, cette peinture qui s'appelle Edmond Bellamy, qui est originaire d'un collectif qui s'appelle Obvious Art Collective, a été vendue chez Christie's. Alors au départ, elle avait été estimée entre 7 et 10 000 euros. C'était le prix de vente, donc c'était une vente aux enchères. C'était le prix de vente initial, elle est partie à 432 000 $, ce qui est assez impressionnant. On ne connaît pas le nom de la personne qui a acheté, mais ça pose vraiment la question d'aujourd'hui de se dire on a des gens qui sont capables de générer des peintures qui plaisent à d'autres personnes et qui sont prêts à mettre 432 000 $ dans des peintures générées. Pour le petit contexte, Edmond Bellamy fait partie, Edmond de Bellamy, pardon, il y a une petite coquille, fait partie d'une famille de portraits qu'on a appelée la famille de Bellamy. Il y a 11 portraits qui ont été faits. La base de données d'entraînement de données réelles, c'est à peu près 15 000 peintures de tout temps, de toute époque.
Ce qui est intéressant, c'est que quasiment toutes les peintures, beaucoup de peintures qui ont été générées, ont plutôt comment dire, un historique, laisse plutôt penser que c'est des peintures issues du 19e siècle. Donc l'algorithme a aussi fait un choix, en tout cas a préféré s'entraîner sur ce type de peinture et générer ce type de peinture. Voilà. Dernière petite histoire sur Edmond Bellamy. Bien sûr, c'est les GAN qui ont permis de générer cette peinture. Et le collectif, pour faire un petit clin d'œil au créateur des GAN, a appelé Bellamy, puisque Goodfellow, traduit en français, ça donne Bellamy. Dernière chose, je vous disais, là on est à cheval entre la synthèse conditionnelle et le manque de données. Et on va raccrocher avec notre problématique initiale, qui est la Tesla. Aujourd'hui, on est capable, en traçant quelques lignes sur un bout de papier, de régénérer par exemple des paysages urbains. Donc là, ce que vous avez à faire, c'est juste tracer 2 traits pour les routes, tracer vite fait des rectangles ou des carrés pour les blocs d'immeubles, et vous êtes capable de recréer des paysages urbains. Donc quel est l'intérêt, vous me direz? Eh bien, en fait, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on plafonne un petit peu en termes d'intelligence artificielle, notamment dans la conduite autonome. On aimerait bien assez rapidement atteindre les niveaux 4 et 5 de la conduite autonome, qui sont des niveaux dans lesquels le conducteur peut lâcher complètement les mains, voire même se faire un café, et sans risquer de se prendre un arbre. Et qui peut réagir dans des conditions extrêmes, notamment conduite sous la neige, conduite dans des situations délicates. Cette génération-là va nous permettre de générer des jeux de données, soit des images, voire même des vidéos, dans lesquelles on peut reproduire des situations complexes, accidentogènes, et dans lesquelles, du coup, le module autonome de la voiture pourra être bien meilleur lorsqu'il les rencontrera. Dernier point sur lequel je vais faire un bon focus sur la fin de cette conférence, c'est ce qu'on appelle le transfer style. Et donc aujourd'hui, je vous ai dit, les chercheurs, ils s'amusent énormément, ils ont décidé de transformer des chevaux en zèbres. Alors, le résultat, il est assez bluffant, hein, surtout quand c'est animé. La seule chose qu'on peut éventuellement reprocher, c'est lorsqu'il y a des changements de perspective ou des formes un petit peu bizarres, on voit que les zébrures... Alors, il faut savoir quand même que dans le vivant, les zébrures d'un zèbre, c'est très très complexe. Hein, déjà, d'un zèbre à l'autre, c'est pas du tout les mêmes. C'est très très complexe à représenter, donc il faut imaginer quand même le travail qu'il y a derrière. Il faut imaginer aussi qu'on est parti d'une photo de zèbre. Donc ça veut dire que l'algorithme a su identifier la forme d'un cheval, a su identifier la forme d'un zèbre, capturer la texture du zèbre, et la réappliquer sur le cheval. Et là, en plus, sur une vidéo sur laquelle il peut y avoir plusieurs milliers d'images. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple, en fait. On va utiliser des GAN, mais dans un principe particulier. Donc, on a mis en place un algorithme qui s'appelle CycleGAN. C'est 2 GAN différents qui vont être entraînés, l'un avec des images réelles de cheval en entrée, cherchant à générer des images de zèbres, l'autre avec des images de zèbres réelles en entrée, cherchant à générer des images de chevaux. Et ce qui fonctionne plutôt pas mal, donc par exemple, en entrée ici, vous avez en haut à gauche input A, le cheval, c'est qu'on va avoir un générateur de cheval vers zèbre, générateur A to B, qui va nous générer une photo de zèbre, générateur B. Et comment on fait pour garder la forme? En fait, on va réutiliser le générateur zèbre vers cheval pour essayer de retomber à partir de la photo de zèbre qu'on a constituée vers un cheval. Et grâce à ça, on a réussi à capturer à la fois dans le générateur de cheval vers zèbre et dans le générateur de zèbre vers cheval la forme d'un cheval et d'un zèbre. On n'est pas obligé forcément d'avoir l'intégralité du deuxième module lorsqu'on veut entraîner, notamment parce que c'est hyper gourmand en termes de ressources, et je vais vous en reparler juste après. Mais ce qui est intéressant, c'est que le discriminateur du cheval, ici en A en haut, est utilisé à partir des images réelles de cheval et réutilisé pour pouvoir discriminer les images de chevaux générées par le générateur de cheval vers zèbre. Donc là, on a vraiment une boucle qui fait qu'on a au moins besoin d'une partie de l'algorithme du bas. On n'est pas forcément obligé de régénérer un zèbre, mais on a au moins besoin de cette partie-là. Donc, je me suis dit, ok, c'est bien beau, la littérature, mais maintenant, mettons les mains dans le cambouis et voyons voir si ça marche réellement. Parce que je peux vous dire que ça marche sans vraiment l'avoir testé. On va voir que ça marche, mais à certaines conditions.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de Google Images. J'ai extrait des photos de Tesla, parce qu'il n'y a pas de base de données aujourd'hui avec juste des photos de Tesla. Je me suis servi de Google Images pour extraire des photos d'arbres aussi, de forêt plutôt. J'ai entraîné une première partie de l'algorithme, donc on va voir les deux pendant. Ce qu'il faut voir, c'est que j'ai fait en tout ce qu'on appelle 100 époques. Alors les époques, c'est des sortes d'itérations dans lesquelles on va avoir énormément de mises à jour de discriminants et en règle générale, une seule mise à jour de générateur. Donc en gros, de l'époque 0 à l'époque 100, c'est-à-dire d'un bruit complètement uniforme plus ou moins, à l'époque 100 dans lequel on voit apparaître la Tesla et qu'en plus sur l'image on a appliqué une texture vert et un petit peu qui semble comment dire, représenter la forêt qui est en bas. En fait, on a eu quasiment au niveau du générateur que 100 mises à jour. Donc ça, c'est vraiment fou. J'ai fait la même chose au niveau des arbres. Alors là, par contre, le résultat, il est complètement n'importe quoi. On voit que la couleur de la Tesla et éventuellement le gris de la route ont été repris pour être plaqués à la forêt. Par contre, au niveau des formes, il n'y a aucun maintien. L'explication pour ça, c'est ma méconnaissance au départ du fonctionnement d'un GAN, c'est que les jeux de données que vous choisissez doivent être relativement proches en termes de forme. Ça marche très bien entre un cheval et un zèbre, ça marche très bien sur des choses qui sont très colorées. Si par exemple la Tesla n'avait pas été rouge mais grise, déjà la capture de la couleur est nettement moins bonne. Il faut des choses aujourd'hui qui soient assez discriminantes pour que ça fonctionne. Le deuxième algorithme que j'ai testé, c'est un algorithme original. Je suis monté à 200 époques, là, pour le coup, et justement, je me suis appliqué ces premiers principes en me disant, bon, finalement, peut-être que l'idée d'essayer d'appliquer une forêt pour obtenir une texture de bois à ma voiture, elle n'est pas bonne. Il faut peut-être que je parte déjà de voitures qui ont une texture de bois. Donc, je suis allé encore sur Google Images, je fais un petit script d'extraction, et j'ai essayé d'extraire que des images de voitures, donc soit des jouets, soit des voitures réelles, parce que oui, ça arrive, il y a des gens qui, aujourd'hui, construisent des Lamborghini en bois. Il faut tout pour faire un monde. Du coup, je vous remontre exactement ce que j'ai mis en place avec un algorithme que j'ai fait tourner sur mon ordinateur. Alors, mon ordinateur, c'est un MacBook Pro. Malheureusement, il n'est pas équipé d'une GPU. Donc, pour générer les images que vous voyez, à partir de l'image de la Tesla originale, et passer à une texture qui semble imiter une texture de bois, il m'a fallu 4 jours, avec le PC qui tourne à TOC. 4 jours pour générer donc, ces 200 époques. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que chez Google, lorsque on génère les images que je vous ai présentées, sur une image de 512 pixels par 512 pixels, on utilise 512 TPU. C'est des TensorFlow Processor Unit, c'est-à-dire des petites unités qui sont spécialisées pour faire tourner des algorithmes d'entraînement TensorFlow. 512 TensorFlow Processor Unit, c'est 200 watts heure par unité. Il faut entre 24 et 48 heures pour générer une image. Ça représente entre 2500 à 5000 kWh pour juste une image. Est-ce que vous savez quel est l'équivalent de 2500 à 5000 kWh? C'est la consommation d'un ménage moyen aux États-Unis pour 6 mois en électricité, pour une image. Donc là, le premier inconvénient qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, les GAN, c'est bien, mais il va sûrement falloir pas partir de zéro à chaque fois pour entraîner des modèles, faire ce qu'on appelle du transfer learning sur les GAN, pour pouvoir justement diminuer cette complexité d'entraînement. Pour revenir au message, je me suis dit, mais pourquoi finalement la Tesla, à son réveil, elle a voulu me montrer ces images-là? Je vous rappelle la conférence, alors s'il y a pas mal d'entre vous qui étaient probablement pas là, mais je vous rappelle la conférence de l'année dernière, avec quelques petites notions. Ce que la machine voit, à gauche, en tout cas l'image qu'on lui projette hein, sur son entrée. Au milieu, on a ce qu'on appelle un réseau de convolution, un réseau de neurones convolutifs, pardon, qui permet de transformer l'image en une décision, une catégorie dans laquelle on va classer l'image. Donc ici, vous revoyez les images de la dernière couche du réseau de neurones qui permet de savoir si c'est un panda ou un gibbon.
Et voilà, lorsqu'on ajoute le petit bruit plus un delta, enfin on va dire un biais qui permet de pondérer l'effet du bruit sur l'image, voilà ce qu'on obtient. Quasiment aucune différence. Le problème dans les adversarial examples, c'est que pour les obtenir, il faut énormément d'essais relances. On a vu qu'il fallait tenir compte de nombreux facteurs externes. Par exemple, dans le cas d'un panneau, il faut prendre compte de l'angle, de la vitesse, de la résolution de la caméra, qui peuvent être variables, pour que ça marche dans tous les cas, hein, sachant que vous avez un poster qui est fixe sur un panneau. Donc il faut que ça tienne compte de toutes ces conditions-là. Il faut aussi beaucoup d'aléatoires. On pourrait peut-être dire de la chance, c'est-à-dire que le résultat, il peut être trouvé au bout de 100 époques, comme il peut être trouvé au bout de 1000 époques. Donc là, à un moment donné, vous ne savez pas si l'algorithme il va converger ou pas. Et il faut aussi pouvoir superviser automatiquement. Vous n'allez pas à chaque époque vous dire ah, ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Et la seule solution réellement efficace pour effectuer toutes ces étapes-là, c'est aujourd'hui utiliser un GAN, donc un Generative Adversarial Network, pour générer des adversarial examples. Je vais conclure là-dessus.